pour la victoire d'étape lâchée, Laurent Belay. C'est gentil Thierry, pardon. On ne fait pas de vélo le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on voit bien, on voit bien. Chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Soule. Avec l'attaquant de Bichleck, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission encore un petit peu spéciale aujourd'hui parce qu'on a décidé de vous faire une grosse présentation du Tour des Flandres, le prochain monument inscrit au calendrier World Tour. Et pour faire cette présentation, comme je l'évoquais, j'ai avec moi Sébastien. Salut Seb. Oui, bonjour Charles et bonjour à tous. Et Greg. Salut Greg. Salut à tous. Salut Charles. Alors messieurs, rapidement, parce que c'est souvent pas le point principal de la course, on va parler du... Ouais. Juste Charles, la tête sur le parcours féminin, je crois. Ah oui. Déjà, ça commence mal, t'as raison, et je suis sur le parcours féminin. Erreur de parcours terrible du leader de VCM. Ouais, donc je rattrape mon erreur et j'arrive sur le parcours masculin qui est effectivement un peu plus long puis un peu plus compliqué. Et comme je le disais, Greg, le parcours, c'est souvent pas l'élément principal du Tour des Flandres, parce que c'est toujours un peu la même chose, même si les monts varient parfois et leur distance par rapport à l'arrivée. Mais qu'est-ce qu'on peut dire assez rapidement, en quelques minutes, on va prendre quand même tous les trois pour l'évoquer. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce parcours? Avant de parler du parcours, on va peut-être dire un mot des conditions météo, parce qu'il risque de faire très froid. Alors pour l'instant, on n'a pas forcément, il n'y aura pas forcément de pluie ou de neige. Mais je pense que voilà, le froid, parce qu'on a 2-3 degrés dans l'après-midi demain. Donc forcément, je pense que ça va beaucoup jouer, ça va faire très mal. 273 km aussi, la distance. On est presque plus habitué quand on voit que sur les grandes tours, maintenant, les étapes font 150 km. Les classiques sont on va dire, les derniers vestiges de ce cyclisme où, en tant que quasiment sport de vraie endurance. Après, comme tu l'as dit, voilà, c'est un enchaînement de mots et ça se joue souvent quand on voit dans les années précédentes à celui qui craquera le dernier. Hein, c'est-à-dire on va avoir des accélérations au fur et à mesure et petit à petit, ça va lâcher. C'est ça aussi qui fait le charme de ces classiques. C'est vrai que Seb, on va être sur une vraie course d'usure, d'autant plus que Greg l'a dit, la météo est compliquée. Et je crois qu'il y a des équipes qui n'ont pas fait la reconnaissance hier, parce qu'il y avait de la neige sur la Belgique et sur toute l'Europe du Nord de manière générale. Est-ce que, selon toi, on aura une vraie édition pour Costaud demain? Je pense que oui, et si je ne me trompe pas, je parlais du kilométrage, il a augmenté par rapport à l'année dernière. Je crois qu'il y a 18 km 200 de plus, sans compter un peu le fictif, où il y a peut-être quelques kilomètres en plus, mais on parle jamais du fictif. Parfois, il s'en passe des choses d'ailleurs. Mais il y a quand même 18 km de plus. Donc, en effet, plus de 270 km. On n'est pas à Milan-San Remo, mais pas loin. Et puis surtout, c'est pas le même parcours que Milan-San Remo. C'est un parcours qui est usant avec la répétition du vieux Quaremont, du Patersberg. Donc, c'est toujours compliqué. Il y a la météo, en effet. Alors, je pense qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui ont pu faire les reconnaissances hier après-midi. J'ai vu pas mal d'informations sur les tweets où on voyait les photos. J'ai vu AG2R, j'ai vu UAE, etc. Enfin, je pense qu'ils ont quand même pu un peu rouler hier. Je crois que Pogacar a roulé les 105 derniers kilomètres pour pouvoir tout reconnaître avec Trentin et son équipe. Donc, ça a quand même pu se dérouler, même si... oui, on annonce du froid et le ressenti, je crois qu'ils annoncent 7 degrés au maximum, mais avec le ressenti, ça fait beaucoup moins. En même temps, je pense pas qu'il y aura de la pluie et on sait tous que le froid, c'est pas génial, mais que le pire, c'est la pluie mêlée au froid et que là, il y aurait quand même pas la pluie, quoi. Donc, voilà, ça va impacter quand même le froid. On sait qu'il y a des coureurs qui performent plus sur le froid que l'inverse, ou même sous la pluie aussi, on le sait. Donc, ça peut avoir quand même des conséquences. Je pense à un coureur comme Mohoric qui aime bien ces conditions-là aussi, et puis qui s'améliore dans l'endurance, y compris dans les mauvaises conditions. Donc ça va jouer tout ça.
Ouais, ça va jouer effectivement. Puis j'en profite, je vous salue tous sur le chat parce que je vois que vous commencez à nous rejoindre, notamment Golap City et je perds les pseudos, Juba, et je remercie aussi Nabil Fekir qui vient nous suivre sur la chaîne. N'hésitez pas à en faire de même. Salut à toi Ben aussi qui vient de nous joindre. N'hésitez pas à nous poser vos questions parce que c'est aussi le but de ces émissions thématiques, c'est qu'on puisse interagir avec vous et prendre vos réflexions et différents commentaires. Ouais, vas-y, ça va. Sur le parcours, je sais qu'il y a eu des débats encore. Bon, c'est pas, je sais plus depuis quelle année. Je crois que c'est peut-être 2013 ou 2014 que le parcours a changé. Mais je sais pas ce que vous en pensez, y compris sur le chat, sur est-ce que, entre guillemets, pour les anciens, enfin, vous préférez le nouveau parcours ou l'ancien parcours que l'on retrouve maintenant sur le Het Nieuwsblad, hein, où on se terminait par Berendries, où on terminait par le mur de Gamon, par le Bosberg. Alors que maintenant, depuis les années Cancellara, je crois que c'est 2013 ou 2014, encore une fois, il y a eu ce parcours. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, entre la comparaison ancien parcours, nouveau parcours. Il y a toujours beaucoup de débats sur ce sujet-là. Ouais, n'hésitez pas à nous dire sur le chat, comme l'a expliqué Sébastien, et puis je prendrai bien entendu, parce que j'ai toujours un œil attentif sur ce que vous dites sur le live. On va passer... Le parcours, juste pour répondre à Sébastien, moi j'ai aussi l'impression que finalement l'intérêt de la course, est-ce que c'est vraiment le parcours, l'intérêt, plus que l'attitude ou la stratégie des coureurs parce que, honnêtement, alors les vrais spécialistes vous diront c'est pas pareil, vont crier à voilà, sont peut-être plus impliqués. C'est vrai que pour nous Français, on est peut-être un peu moins passionnés par le Tour des Flandres que pour les Belges. Mais honnêtement, voilà, moi j'ai vu des belles éditions dans les deux configurations, donc peu importe si, voilà, peu importe le parcours, voilà, l'intérêt c'est un peu cliché de le dire, mais c'est vrai que c'est les coureurs qui font la course, hein, et on peut avoir de belles éditions, quel que soit le... Il y a un aspect historique, en effet, où les anciens sont nostalgiques de ce parcours, mais qu'on le retrouve sur une autre course, qui est encore une fois le Het Nieuwsblad, mais c'est vrai que... il y a l'aspect historique, forcément, vu l'ancienneté de ces monuments, et en particulier du Tour des Flandres, où il y a toujours cette nostalgie de l'ancien parcours. Après, moi j'ai l'impression qu'il y a moyen de faire plus de dégâts sur le nouveau parcours depuis 2013 à 2014, même si des fois ça arrive en petits groupes, mais c'est des petits groupes au fur et à mesure, quoi. C'est des petits groupes de 5, 6, voire parfois moins. Donc j'ai l'impression qu'il y a plus de dégâts possibles à faire sur ce nouveau parcours parce que... il y a un enchaînement et puis en plus on répète le vieux Quaremont, le Patersberg, je sais plus combien de fois il est fait, mais c'est des boucles, hein, et donc on le répète plusieurs fois, donc ça fait mal. Ouais, alors on va passer à la suite et aux favoris, puis aux absents d'abord, parce que je voudrais toucher un petit mot sur les absents, parce que c'est un point malheureusement encore une fois assez essentiel avant le départ de la course. Je salue aussi Théo et puis Thibaut qui nous rejoignent, Théo qui Zwift en même temps, quel homme ce Théo, c'est impressionnant, hein. C'est beau là. Dire boire un thé matcha. Ouais, voilà, c'est ça. Certainement. Aux chambres gentiment Théo, qu'on va retrouver forcément bientôt sur nos émissions, hein, avec plaisir. Les gars, forcément, Greg, un mot sur les absents. L'info est tombée hier soir aux environs de 20h, je crois. Wout van Aert comme pressenti et finalement, forfait pour le Tour des Flandres. Et on perd le grand favori, hein, pour le dire clairement. Oui, c'est ça. Alors, on avait déjà parlé dans les courses précédentes qu'il y a beaucoup des cas Covid, mais aussi des grippes, des gastro qui font que les start lists sont un petit peu incertaines. On est un petit peu inquiet, enfin forcément inquiet parce que on attend, voilà, les start lists changent souvent au dernier moment. Donc, évidemment, on va dire un des grands favoris, si ce n'est le grand favori, ne sera pas là. Forcément, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer la stratégie de la Jumbo. Ça, je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Mais évidemment, voilà. Et puis après, on parle de Van Aert, il faut peut-être parler d'Israël, de CS Cycling, qui n'est pas là, je crois. Ouais, un mot, Seb, sur Israël Start. Juste ça, c'est que alors, le souci, c'est que les infos, elles sont tombées hier, le 1er avril, donc c'est toujours délicat quand on a des infos comme ça qui paraissent un petit peu chelou. Ouais, c'est vrai que pour l'anecdote, hier matin... Il y avait une rumeur dès la veille que... donc c'était pas une surprise quand même, et puis quand on regarde l'état... on sait qu'il y a des fans de cette équipe aussi sur le forum et qui souvent nous font des descriptifs de leur équipe et c'est le cas aussi d'Israël.
Et oui, c'est l'hécatombe un peu partout, mais particulièrement chez eux, quoi. Ouais, parce qu'Israël n'a pas le nombre de coureurs suffisant pour être aligné en même temps sur le front espagnol. D'ailleurs, il n'y a que 5 coureurs, je crois, aujourd'hui au départ du Grand Prix Miguel Indurain. Et c'était trop tard pour faire venir des mecs, parce que Chris Froome, forcément, on ne va pas l'amener sur un Tour de Flandre. Ça n'aura aucun sens. Et on a négocié un peu avec l'UCI et les organisateurs. L'UCI a accepté. Puis c'est vrai que hier, ça tombait mal, parce qu'à 8 h du mat, quand tu vois un peu la news d'Israël forfait, moi, je vous avoue, pour l'anecdote, que j'ai mis un mot à l'attaché de presse de l'équipe. Je lui ai dit, excuse-moi, c'est après le full, enfin, c'est le 1er avril, et est-ce que c'est une connerie ou pas, tu vois? Et là, elle m'a dit, non, parce qu'on ne plaisanterait pas avec le Covid, forcément, mais c'est bien d'avoir vérifié, parce que tu ne veux pas passer pour un idiot en publiant un truc qui est complètement faux le jour où tout le monde fait des blagues. Mais pour revenir sur le sportif, c'est vrai que cette absence d'Israël, elle est préjudiciable, et pour les points UCI, parce qu'on en a parlé aussi vendredi avec Grégory, ils sont en pleine lutte avec Cofidis, Lotto Soudal, etc. Et être absent à un monument, c'est toujours très, très préjudiciable. Théo me dit que je suis un peu plus fort que les autres. Ouais, Théo, je vais modifier ça quand les gars reprendront la main. Donc absence d'Israël, absence de Van Aert. C'est leur terrain. Ouais. C'est leur terrain un peu Israël, parce qu'ils ont quand même une équipe. Ils avaient quand même Van Mark, même s'il n'est pas en forme cette année et puis qu'il a eu plein de difficultés comme souvent. Il y a Van Asbrook aussi. Enfin, il y avait plusieurs cartes. S'ils étaient en forme, il y a plusieurs cartes, mais de toute façon, ils ne l'étaient pas. Mais bon, mais c'était le terrain aussi. Hein. T'es bien gentil avec eux, parce que malheureusement, je pense qu'Israël, je sais pas s'ils ont un terrain, la pauvre. Enfin, Ils ont quelques coureurs, si, quand même. L'année dernière, il y a Bouavin, Van Asbrook, ils finissent tous dans le top 10 de Paris-Roubaix. Alors que c'est Paris-Roubaix, mais Van Mark, bon, après, on sait toujours qu'il a des difficultés, mais quand on regarde leur équipe au début d'année, ils ont quand même quelques coureurs aussi pour les classiques, pavés, notamment, mais sauf que cette année, parce qu'ils n'ont pas que des problèmes en plus de Covid ou de grippe, hein, il y a aussi, je crois qu'il y a des problèmes physiques pour Van Pour Asbrook. Nizzolo et Van Asbrook. Théo, j'ai baissé un peu mon son. Tu redis du coup si jamais c'est bon ou pas. Je baisserai encore si besoin. Un autre absent, Sébastien, pour finir sur ses blessures et ses maladies, c'est Dries Van Gestel, qui avait fait un très bon Gand-Wevelgem et qui lui aussi sera forfait demain. Oui, oui, et puis, mais lui c'est pareil, il a eu aussi des problèmes de santé après sa victoire au Van Dret, c'est aux Pays-Bas, je crois. Enfin, c'est pas loin de la Belgique, où il a gagné au début du mois de mars. Et puis, il a eu un petit pépin de santé après. Je sais plus ce que c'était. Enfin, ça devait être un rhume ou quelque chose comme ça. Et puis, il avait un peu galéré sur les courses suivantes, notamment à La Panne. Et puis, là, il était bien revenu en ayant bien joué tactiquement sur Gand-Wevelgem où il finit sur le podium. Et pour Total Direct Energy. C'est vrai que c'est un peu galère parce que on en parlera peut-être un peu plus tard, mais il y a Turgis, mais Turgis il fait un bon Milan-San Remo, mais il peine un peu plus sur les autres courses, les Flandriennes. Et quand on regarde donc c'est pareil, quand on regarde en début d'année, ils ont un fort potentiel sur le papier. Et puis il y a la réalité du terrain et des difficultés de santé qui font que ils arrivent beaucoup plus amoindris que ce qu'ils auraient pu présenter au départ. Greg, d'autres absents à signaler? Peter Sagan, même si c'était prévu depuis longue date. Arnaud Démare aussi. Oui, alors Peter Sagan, évidemment, mais ça, on le savait depuis quelques semaines et qu'il n'était pas en forme. Donc, de toute façon, qu'il soit là ou pas, malheureusement, ça fera partie des déceptions. Alors, on espère qu'il reviendra à son meilleur niveau pour son équipe. Mais c'est vrai que voilà, Total Direct Energy, alors qu'ils avaient avec Van Gestel et Sagan qui ne sont pas là, c'est vrai que c'est un coup dur pour eux. Et après, il faudra voir aussi ceux qui sont là, les états de forme, parce qu'il y a beaucoup aussi d'incertitudes sur les formes des uns et des autres. Et ça sera à suivre. Ouais, alors on va parler des présents maintenant. Et l'absence de Wout van Aert, elle induit quelque chose de différent en termes de stratégie des équipes. Je pense que la Jumbo-Visma, ça faisait vraiment figure d'épouvantail avec ce trio Benoît, Laporte et Van Aert. Et on en discutait un petit peu en off tous les trois avant l'émission. Et puis j'aimerais aussi beaucoup avoir votre avis là-dessus sur le chat, parce que je trouve que c'est très intéressant. Toi, tu fais partie de ceux qui pensent que cette absence de Van Aert, elle est aussi préjudiciable pour Laporte et Benoît, et que c'est pas forcément une opportunité pour eux de gagner, ou d'avoir plus de chances de gagner en tout cas. Oui, alors je peux me tromper, hein, mais en tout cas, je fais partie de ceux qui disent ça. Et je vais même au-delà parce que pour les rivaux de Van Der Poel, c'est pas forcément une bonne chose non plus, au-delà de l'interne au niveau de Jumbo. Alors après, pour en revenir à Jumbo,
Oui, j'ai vu une déclaration hier de Benoît, où, en effet, il le dit lui-même clairement en disant que, bah, il va pas en tirer forcément, enfin, à voir sur le terrain ce que ça donnera, on sait jamais, mais que pour lui, il aurait eu «plus de liberté» entre guillemets, parce que, ils auraient sans doute roulé évidemment pour, Van Aert, mais que comme pour Van Wegelgem, il aurait pu avoir, même si le Tour des Flandres est bien plus compliqué qu'en Wegelgem, il aurait pu y avoir du marquage et comme ça arrive souvent quand il y a Van der Poel et Van Aert, confrontés et que, bah, il aurait pu, en profiter pour partir devant avec d'autres, que ça soit lui ou Laporte ou d'autres. Parce que je pense aussi à un coureur, moi, que j'aime beaucoup et qui est très bon, qui fait maintenant de plus en plus l'équipier parce qu'il avait aussi des problèmes de santé, mais qui a parfois performé, peut-être plus sur Paris-Roubaix que sur le Tour des Flandres, mais c'est Tonyssen. Tonyssen, lui, qui peut aussi, faire une bonne course et puis qui a aussi une petite pointe de vitesse et qui, faisait partie aussi du maillage, dans les courses là où au Grand Prix E3, où il a fait quand même du bon boulot et où il se finit quand même dans les 15 ou 14, je crois qu'il est 14e. Mais en tout cas, pour revenir à la question, oui, moi je fais partie de ceux qui disent que, l'absence de Benoît, l'absence de Van Aert, paradoxalement peut-être, mais ça va donner moins de marge de manœuvre, pour Laporte, et Benoît, parce que, ils vont être beaucoup plus marqués que si Van Aert avait été là. Ça aurait été plus Van Aert qui aurait été marqué et ça aurait pu leur donner, des marges de manœuvre beaucoup plus grandes, qu'en l'absence de Van Aert. Ouais, alors je vois que Juba abonde dans ton sens, Seb, et qui nous dit que oui, effectivement, Laporte et Benoît auraient pu profiter d'un marquage sur Wout van Aert. Thibaut nous dit également que Laporte devient favori, enfin dans les 3 favoris. C'est aussi mon avis, je pense d'ailleurs que c'est même le grand favori au départ de la course. Greg, est-ce que tu as un peu le même avis que Seb, ou est-ce que tu as une vision différente, toi, de ce que sera la Jumbo-Visma et des chances de Benoît et de Laporte? Ah, déjà, pour moi, le grand favori, ça reste Van der Poel, hein, avant Laporte. Après, oui, je suis aussi partagé. Et c'est vrai que, enfin, on l'a dit sur le chat, c'est vrai que stratégiquement, Van Aert, c'est l'épouvantail et forcément, c'est toujours un atout de l'avoir dans l'équipe. Maintenant, j'ai envie de dire, enfin, comme on le disait un petit peu avant entre nous, est-ce que c'est pas la chance de Laporte, finalement? On en a parlé avant la saison avec ce transfert-là. Est-ce qu'il sera simple équipier ou est-ce qu'il sera peut-être numéro 2 et puis il pourra tirer son épingle du jeu sur certaines courses? Et vu son début de saison, on est finalement dans cette configuration-là, c'est-à-dire, vu qu'il est en pleine forme, qu'il fait des super performances, il va avoir sa carte à jouer. Et là, ça peut être, voilà, si les circonstances sont favorables, il peut se retrouver en position de gagner quand même le Tour de France, ce qui est quand même énorme depuis, pour un Français, depuis Jackie Durand. On l'a pas vu. En 92, ouais. Voilà, donc ça fait quand même, Tiens, je pense, enfin voilà, ça fait 30 ans. ouais, ça Donc, fait on vous déjà rendez compte, 30 ça fait ans. 30 ans. Et là, on a peut-être un Français qui serait, voilà, qui devient. Alors, tu as parlé de favori. Moi, je pense que c'est plutôt Van der Poel, mais tu as raison. Derrière, il fait partie des 3-4 favoris et des coureurs à suivre. Et c'est vraiment pour lui une occasion en or. Et c'est là où on voit que voilà, partir chez Jumbo, c'était quand même une super idée pour lui. Et Oui, tout à voilà, fait. il a Et tiens, largement de quoi être on satisfait. va parler un peu stratégie, parce que c'est ça qui est aussi intéressant dans ces émissions. On a vraiment le temps d'aller sur le fond, et je vous remercie parce que vos réflexions sont toujours très pertinentes. Bah, on nous dit sur le chat, Seb, l'autre point de stratégie, c'est quelle équipe pour gérer la course et rouler derrière les échappés. Parce que c'est vrai que quand il n'y a plus d'épouvantail, que ce soit la Jumbo ou la Quick Step d'ailleurs, parce que la Quick Step pour moi fait pas non C'est plus ça. figure d'épouvantail, et même loin de là Ben, cette année. salut, je coupe, désolé, mais Ouais, ça fait vas-y. 20 minutes qu'on a commencé, on n'a pas parlé de la Quick Step quand même. C'est vrai, ouais. Et donc Seb, ouais, qui va assumer au final le poids de la course, et est-ce qu'on pourrait pas, pourquoi pas, même si j'y crois pas forcément, assister à un scénario surprise où l'échappée va pas au bout, mais va très très loin, hein. Déjà, en général, au Tour des Flandres, les échappées vont quand même assez loin et enfin, je vais pas rappeler des histoires trop éloignées, hein. Pedersen, qui termine 2e, il me semble qu'il était dans l'échappée. Je me rappelle de cette année-là où, ça devait être la même année, il y avait Herviti qui finit dans les 10 premiers, avec, Dimitri Claes et cetera, et tout ça, c'était des coureurs qui étaient partis en éclaireur. Et même, si on revient ne serait-ce que sur la course, la plus récente sur les pavés à travers les Flandres,
l'échappée a pu aller très loin aussi, puisque Polite finit devant. Alors il y a beaucoup moins de kilomètres, hein, forcément, puisqu'il y en a 100 de moins, mais il n'empêche que c'était un peu le même résultat. Donc partir en éclaireur, à coup sûr, il y en a qui vont partir en éclaireur. Surtout, comme tu le dis, je pense qu'on va se dire, il va peut-être y avoir moins de contrôle derrière, et donc c'est notre chance, il faut absolument en profiter. Voilà, moi si j'étais chez De Koninck, je changerais totalement de pratique à l'habitude, puisque d'habitude, ils sont plus forts que cette année, et j'essaierais de partir dans les coups. Avec des très bons coureurs quand même s'ils sont moins forts, comme des Stibar, etc., comme des Lampart. Je partirais devant à partir, peut-être dans les 100 derniers kilomètres, etc. Ça arrivait parfois souvent aussi de partir dans des seconds groupes pour récupérer le premier. Et puis voilà, il faut qu'ils rejouent comme peut le passé sur la supériorité numérique. C'était leur force, hein, ça a toujours été comme ça historiquement, hein. Ce qui les faisait gagner, c'est qu'ils se retrouvaient à 3-4 devant. Encore faut-il être fort pour ça, tu me diras, et que c'est moins le cas cette année au niveau de leur force. Mais c'était le surnombre pour pouvoir après en profiter et partir. Et même parfois des années où ils étaient moins forts, ils ont pu gagner en ce sens-là. Donc moi, ils ont Asgreen, je laisserai Asgreen tranquille dans le peloton avec les meilleurs, Van Der Poel, etc. Et puis voir ce que ça donne. Et puis par contre, j'essaierai d'envoyer des éclaireurs assez forts comme Stibar et Lampart pour avoir un matelas devant et puis voir ce que ça donne, quoi. Je pense que on parle que ça va être une année d'anticipation pour le Tour des Flandres. C'est toujours un peu le cas et j'ai l'impression que cette année, ça sera peut-être encore davantage. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. Et du coup, Greg, Seb citait quelques noms. Et est-ce qu'on pourrait pas retrouver dans une échappée matinale des mecs comme Stibar? On a vu Polite aussi sortir c'était lors d'à travers les Flandres, si je dis pas de bêtises, mais est-ce qu'on pourrait retrouver ces mecs-là, des Moscon, je sais pas, des Nassen, des gars quand même assez costauds qui normalement à la pédale peuvent pas gagner la course, mais sont capables de résister très longtemps et pourraient justement bénéficier de cette absence d'équipe un peu au-dessus du lot pour briller, quoi, et gagner. Moscon, oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, le pauvre, hein. On va pas être Il devant, fait- je pense, malheureusement. Ouais. Donc, oui, mais en fait, effectivement, je pense que Sébastien a raison. Stratégiquement, on a déjà l'ancien épouvantail, la Quick Step, qui va devoir tenter autre chose. Donc, ça peut beaucoup jouer. Maintenant, oui, enfin, il y a tout intérêt, quand on est outsider, à placer un ou deux coureurs devant, au cas où, pour les placer devant. Quand on sait aussi que, moi, enfin, on parle des favoris, mais qu'on a des coureurs quand même comme des Van Der Poel, comme un Pogacar, on n'en a pas encore parlé, mais qui aiment attaquer de loin. Ça aussi, c'est peut-être un autre aspect stratégique sur lequel il faudra parler. On a quand même aussi des coureurs à qui ça ne fait pas peur d'attaquer à 80 km de l'arrivée, par exemple. Donc ça aussi, ça sera un autre aspect à suivre parce qu'on a, voilà, dans leur mentalité, les Van Der Poel, les Pogacar, ça va pas leur faire peur d'attaquer de loin. Et justement, Donc, tiens, on va parler un peu de Pogacar, Greg. On l'a vu faire une petite erreur de débutant, j'ai trouvé, moi, sur sa première flandrienne de la saison. On a senti qu'il n'était pas forcément très bien placé à un moment clé et que ça a été préjudiciable parce que malgré le fait qu'il soit Tadej Pogacar et sa force physique impressionnante, il n'a jamais été capable de rentrer mercredi sur le groupe Van Der Poel-Pidcock. Est-ce que ce manque d'expérience pourrait être préjudiciable, même j'imagine qu'il ne fera pas deux fois la même erreur, mais il y a quand même un coup à prendre sur les Flandriennes. Est-ce que pour toi, il va être capable de jouer la gagne tout simplement, ou est-ce que comme on l'a vu mercredi, à un moment, il sera mal placé et ça risque de se passer sans lui? après, pour un débutant sur les Flandriennes, il fait quand même 10e, il fait top 10, donc c'est pas non plus déshonorant. Et c'est un petit peu rassurant qu'il n'écrase pas tout le monde sur ce type de course, parce que sinon, je pense que il y aurait de quoi être inquiet et ça serait peut-être. Voilà, moi je préfère quand des coureurs ont parfois aussi des petits points faibles et ou des choses à améliorer parce que une archi-domination de Pogacar, s'il commence à gagner en plus des courses par étapes, on l'a vu briller sur San Remo et en plus il commence aussi à dominer sur les Flandriennes, ça risque de devenir un petit peu ennuyeux. Donc ça va être une des curiosités. Moi je suis assez impatient de le voir. Sébastien parlait tout à l'heure de l'entraînement. Et alors, il y a une photo qui circule un peu sur les réseaux sociaux où on le voit largement devant et dans Puis un très bon content, pavé. il est toujours souriant Pogacar, ça c'est Voilà, quelque chose. il avait l'air, le visage est très frais, alors qu'au second plan, on voit au loin Trentin qui a l'air en grande difficulté. Donc voilà, moi je suis assez impatient de le voir.
Est-ce que, voilà, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il y va pas aussi? J'ai l'impression aussi qu'il est là pour se faire plaisir, pour découvrir un type de course, sur lequel, eh bien, on ne l'entend pas. Est-ce que, il a tant de pression que ça sur la victoire? Moi, je pense, voilà, il arrive aussi avec un petit peu un esprit assez libéré, hein. Son objectif de l'année, c'est le Tour de France. C'est pas les Flandriennes, mais il y va. Moi, ce que j'aime aussi chez lui, c'est, voilà, j'ai l'impression qu'il y va comme sur San Remo pour se tester, pour se faire plaisir, pour, marquer l'histoire du cyclisme aussi, mais, qu'il y va non plus sans une énorme pression, hein. Il a pas la même pression. On parlait tout à l'heure des quick step. Pour le coup, je trouve que eux, ils ont beaucoup plus la pression sur les classiques qu'un Pogacar, qui va totalement libéré finalement. S'il fait, même un top 10, ça serait pour moi une super perf. Ouais, justement, Seb, on va rester un tout petit peu sur Pogacar, puis après on va embrayer sur la Quick Step. Est-ce que c'est pas l'occasion d'une vie, parce qu'il est encore très jeune et il a le temps, mais vous parliez tous les deux de scénarios débridés, d'absence de super équipe. Quand on sait que Pogacar, il adore courir à l'instinct et il adore anticiper, est-ce qu'il n'a pas là une occasion en or avec l'absence de Van Aert de pouvoir partir de loin, de ne pas avoir une équipe derrière qui contrôle à distance et qui le laisse un peu devant s'épuiser tranquillement bah ouais, est-ce que c'est pas une grosse chance justement de gagner ce Tour des Flandres pour lui, quoi? Je pense qu'il en est capable de gagner. Ce qu'il faut par contre, c'est qu'il n'arrive pas forcément au sprint avec Van Der Poel. Après, il y a un autre point qui me fait peur pour lui, c'est son équipe. On a parlé de Trentin, mais il n'est pas à 100% de sa forme. Et on voit en effet sur les photos qu'il peine derrière, hein, c'est clair. Voilà. Après, Pogacar, j'ai vu ses déclarations. Flandrienne, pas flandrienne, lui, il est au départ pour gagner. Donc il part en se disant, il faut que je suis là, c'est pour gagner, hein. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il en est capable. Et si je regarde sa course de mercredi, en effet, il fait des erreurs, mais on sait que, je me rappelle la Tour de France où il avait fait des erreurs aussi sur le placement avec les bordures, etc. Et puis après, dans les autres étapes, il était beaucoup plus, il faisait beaucoup plus attention. Donc il retient les erreurs. Et comme le disait Greg aussi, il est jeune, mais j'ai l'impression qu'il a une bonne connaissance de l'histoire, qu'il s'intéresse à l'histoire et que pour le coup, quand on regarde les vainqueurs sortants du Tour de France et qui vont gagner le Tour des Flandres, à ma connaissance, j'ai regardé, et il y a eu aussi des discussions là-dessus sur les forums, il y en a eu deux. Il y a eu Bobet, et puis il y a eu Merckx qui gagne en 74 le Tour de France et qui gagne, je crois, l'année suivante le Tour des Flandres en 75. Donc c'est quand même assez rare. Du coup, c'est déjà en plus bien qu'il soit là parce qu'un vainqueur du Tour de France, c'est rare qu'il soit là. Et en plus, un vainqueur du Tour de France qui peut performer, c'est quand même assez rare. Et pour en revenir à la course de mercredi, je rejoins Greg pour une première. Enfin bon, une première, il a déjà roulé sur les pavés, hein, mais c'était en espoir. Il finit 15e du Tour des Flandres espoir, donc il part pas de rien, même si c'est les espoirs. Et puis, sur sa course, oui, mauvais placement. Il y a une chute quand même, je crois, d'un Alpecin voilà, qui le gêne. Et puis, tout à l'heure, j'entendais une déclaration. Il a un super directeur sportif quand même, qui est Baldato, hein, qui a fait aussi des bonnes performances, même s'il n'a jamais gagné le Tour des Flandres. Donc, il a un entourage aussi qui connaît la course. Il disait qu'il était là, on ne l'a pas forcé à venir, hein. Il veut venir parce qu'en effet, il a une envie. L'erreur qu'il a faite mercredi, si je reprends la déclaration de Baldato, c'est après, quand ça part devant, il attaque dans le Canariberg et il attaque trop tard, quoi. Il aurait dû attaquer, il dit 500 mètres plus tôt et il pouvait revenir. Quand il attaque, il arrive quand même, je crois, à revenir à 18 secondes. Mais faut voir aussi que derrière, il est le seul, enfin il est tout seul, hein. Donc après, il a plafonné parce que derrière, quand ils ont vu, et Van Der Poel l'a dit aussi, quand ils ont vu qu'il était derrière, ils voulaient pas qu'il rentre et ils se sont entendus au niveau des 8, hein. Et après, c'était mort parce qu'il y avait quand même un bon niveau devant. Donc, enfin, devant, il y avait un bon niveau de coureur. Donc, lui, il faut qu'il puisse passer au travers de ses erreurs de placement. Ce qui lui manque, c'est, si je reprends un terme, c'est l'inexpérience. Alors qu'on dit toujours autour des Flandres, ce sont les coureurs expérimentés qui gagnent. Bon, Van Der Poel, il a gagné jeune, hein, donc il avait pas. Enfin voilà, il y a des exemples contraires et c'est pour. Enfin voilà, je pense que c'est faisable, mais il va bien falloir qu'il agisse de manière fine. Et ce qui me fait peur, c'est la faiblesse de son équipe quand même. C'est vrai que quand on regarde l'effectif, hein, Brunel, Bjerg, Oliveira, Troya, Lengen et Trentin, ça paraît quand même largement en dessous
des autres grosses formations du peloton, et pour en finir sur Pogačar, oui, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, Seb. Il a quand même une intelligence de course assez folle. Tu as l'impression qu'il apprend très vite, et ça aussi, c'est impressionnant en plus de son niveau physique. Greg, la Quick Step, vous en avez touché un mot, les gars, tout à l'heure rapidement. Bah, ma question va être assez directe. Est-ce que tu vois un seul des coureurs de l'effectif vraiment capable de gagner le Tour de Flandre et de sauver tout simplement la saison des classiques flandriennes? Parce que c'est non seulement il n'y a pas de victoire, mais il n'y a quasiment pas de top 10. Alors, capable, enfin, oui, mais c'est vrai qu'ils vont avoir quand même de plus en plus de pression parce qu'on avait tellement l'habitude de les voir dominer quasiment collectivement. On avait chaque année l'impression qu'il y en avait 2 ou 3 qui pouvaient gagner la course depuis bien 3-4 ans. Là, pour le coup, on est dans un scénario totalement différent où tu as raison. On a l'impression qu'un top 10, vu les performances récentes, ça serait quasiment une belle perf. Néanmoins, moi, j'ai pas envie de sous-estimer des mecs comme Asgreen ou Sénéchal. Alors, il faudra peut-être un petit peu de réussite, hein, mais voilà, faut pas non plus les sous-estimer. Mais c'est vrai quand même que, alors, j'ai vu l'interview de Lefebvre qui parle de maladies, de fatigue, hein, des chutes, des blessures, de crevaisons, de malchance. Mais ça concerne tout le monde. Ouais, on peut toucher tout le monde, mais néanmoins, c'est vrai que cette année est quand même décevante. Surtout qu'on avait tellement l'habitude de la domination de la Quick Step. Et limite, on se plaignait d'une absence finalement de suspense. On se demandait lequel allait gagner. Là, pour le coup, c'est pas du tout la même année. Et ça va changer quand même psychologiquement. J'ai l'impression que voilà, la Quick Step ne fait plus peur. C'est ton avis aussi, Seb, que la Quick Step ne fait plus peur? Si on regarde par rapport à cette année, oui, mais je pense que dans les équipes, l'erreur à faire, ça serait de dire, bon, on leur laisse l'espace. Enfin, ils vont pas le laisser de toute façon l'espace, mais d'en laisser partir trop devant. Et c'est ce que dit Lefebvre aussi. Alors, je sais pas si ça arrivera, mais il dit que, en gros, ouais, c'est un animal qui est gratigné, enfin, voilà, il y a l'aspect revanche, etc. Et donc, quand on est à terre, c'est là où on rebondit le plus. On l'a déjà démontré par l'histoire, ce qui est vrai hein, sur ces courses-là. Donc oui, ils peuvent avoir un regain, mais pour moi, faut qu'ils jouent stratégiquement. Faut qu'ils puissent jouer. Et c'est possible sur le Tour des Flandres, même si c'est un parcours difficile, je le disais tout à l'heure, il faut, mais pas attendre la fin. Et il faut, parce que je leur disais aussi tout à l'heure aussi, qui fait souvent que ce soit Paris-Roubaix, mais même le Tour des Flandres, ils ont souvent gagné parce que c'est pas parce qu'il y avait un seul coureur devant, c'est parce qu'ils étaient plusieurs. Donc il faut qu'ils se retrouvent. Mais cette fois-ci, moi, j'en verrai plusieurs coureurs devant, comme Stibar, Lampart, voire peut-être De Klerk. À l'époque, on l'envoyait dans les échappées aussi hein, pour pouvoir rouler et puis pouvoir prendre de l'avance. Envoyer des équipiers aussi, et puis laisser derrière des coureurs comme Sénéchal, Asgreen, et puis voir ce que ça donne. Et si ça revient à un moment donné sur des attaques de Pogačar ou de Van Der Poel, que ça revient sur devant, et ben, ils auront eu des coups d'avance avec toujours Stibar et puis Lampart, et avec en plus Sénéchal, et donc ils se retrouveraient à 4. Donc à 4 contre des coureurs qui seront peut-être isolés, qui sera sans doute le cas pour Van Der Poel et puis pour Pogačar, même s'ils sont moins forts, ils peuvent aller. Pour moi, il faut qu'ils puissent aller sur leur tactique qu'ils ont souvent utilisée de se retrouver à plusieurs, même si quand on regarde les courants en question, individuellement, ils sont moins forts que Van Der Poel et Pogačar. Il faudrait qu'ils puissent jouer sur l'aspect collectif. Mais est-ce qu'ils vont être en capacité de pouvoir le faire? Ça, c'est une autre histoire et c'est assez inquiétant. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait. Ils ont la pression, hein, clairement. Hein. Leur siège social, il est pas loin, etc. Donc il y a il y a leur historique. Donc forcément, ils ont la pression. En même temps, ils se dégagent de la pression en disant les comptes, faut pas les faire au soir du Tour des Flandres, il faudra les faire à la fin des classiques au niveau de l'Est-Bastogne-Liège. Donc est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse de se dire, de toute façon, on n'attend pas des miracles au niveau du Tour des Flandres et puis bah, on reporte aux prochaines classiques c'est peut-être un aveu d'impuissance aussi. Au Oui, niveau de cette puisque équipe. c'est pas une rhétorique d'équipe qui marche pas, parce qu'en général, quand ça C'est fonctionne ça. pas, on entend, ouais, on verra après les Tout à classiques, fait et ça. puis après les classiques, on verra après le Tour de France, et puis bon, Tout à après fait la ça, saison ouais. est terminée, et on n'en parle plus, quoi. Parfois, c'est ça. On va parler un peu de la Groupama FDJ, parce que je trouve qu'ils réalisent une bonne petite campagne de classiques depuis le début de saison, que ce soit grâce à Kung, Madouas ou même Attila Valter, qui a été très bon sur l'Estradé.
Et Golab nous en parlait justement de Stéphane Kung. Il nous demande, Greg, si... Enfin, il nous demande pas, il met une petite pièce sur Stéphane Kung. Est-ce que tu le vois aussi, toi, Kung, très très fort, comme il l'a montré depuis quelques semaines? Oui, bah, enfin, c'est aussi, voilà, c'est la principale chance de la FDJ. Hein, alors, est-ce que c'est plus peut-être pour une bonne place? Ça, je vois, oui, faire une bonne place. Maintenant, jouer la gagne, je suis pas sûr quand même. C'est quand même une grosse, grosse, grosse concurrence. Alors, moi, je vois bien, oui, faire un top 10 parce que c'est un coureur courageux qui va jamais lâcher. Évidemment, c'est un des meilleurs rouleurs du peloton, donc il sera là. Hein, on va le voir. Mais voilà, moi, je vois bien au top 10, oui, ça, je pense qu'on peut parier assez facilement dessus. Maintenant, jouer la gagne. Ça sera compliqué parce que si ça arrive en petit groupe, il y aura toujours forcément, enfin, je pense qu'il y aura toujours quelqu'un de meilleur au sprint que lui. Donc voilà, la gagne, je suis vraiment pas sûr. Alors en croisant les doigts aussi qu'il ait un coup de chance, hein, parce que il a souvent été hein, sur les classiques assez malchanceux, hein, sur les crevaisons ou les chutes, etc. Tiens, il y a Datawatt qui nous dit sur le live, Greg, pour moi, Pogacar, il n'a pas besoin d'équipier comme un Sagan, il se débrouille solo sur ce type de course. Oui, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas avoir de soucis mécaniques, parce que sinon, c'est terminé si tu n'as personne pour te filer un coup de main. Mais dans cette optique de la réflexion de Datawatt qui est intéressante, je trouve, est-ce que pour Van Der Poel et Pogacar, face à ce scénario débridé que vous annoncez les gars depuis le début de l'émission, ils n'ont pas intérêt à prendre les devants, à attaquer de loin et à se débarrasser de la concurrence, par exemple à 60-70 bornes de l'arrivée, et se dire voilà, on élimine tout le monde, comme ça on est à l'abri des soucis, des aléas de course, d'un coup de Trafalgar qui part sans nous et on se marque et c'est terminé et au moins on est tranquille quoi. Ils le font, enfin, j'ai dit tout à l'heure, hein, les Van Der Poel et les Pogacar, on l'a déjà vu, attaquer de loin, ça leur fait pas peur. Donc, oui, c'est un peu alors, un des scénarios fortement possibles, et j'insiste, hein, c'est vraiment. C'est pas Van Der Poel et Pogacar, c'est pas eux qui auront peur d'attaquer de loin, c'est pas leur stratégie, enfin, c'est pas leurs habitudes d'être attentistes. Donc, ça va être évidemment à suivre. Enfin, ils peuvent le faire pour ces raisons-là. En effet, moi, je trouve que c'est une bonne attitude parce que ça permet, enfin, surtout pour les Flandriennes, vaut mieux avoir un coup d'avance que de retard parce qu'on ne sait pas comment ça peut faire derrière, quoi. Et puis ça, de partir et de laminer les autres équipes, après, oui, j'y crois moi à ça. Et je crois à un autre truc aussi, c'est de partir avec les bons coureurs. Je sais plus qui disait ça. Dans un directeur sportif, mais il faut savoir aussi partir sur ces courses-là avec les bons coureurs. Des coureurs qui vont pas lésiner pour pouvoir courir. On parlait de Kung, de rouler. Kung, il est généreux dans l'effort, même trop. Et d'ailleurs, ça lui joue aussi. Il n'a pas de pointe de vitesse, mais il pourrait essayer aussi de jouer autrement parce qu'il en fait beaucoup devant. Il y a des coureurs comme ça. Comme Comme Campenart aussi, ça peut être oui, pratique. j'allais le dire, voilà, Campenart. Campenart, c'est pareil. Et puis même Benoît ou d'autres, ils vont avoir tendance à rouler pas mal. Polite aussi, on le voit qu'il va mieux. C'est le coureur qui va rouler parce qu'en plus, ces coureurs-là, il y a ceux qui veulent gagner, mais il y a ceux aussi qui se disent, si on a nos équipes en difficulté, si on gagne pas, une deuxième place, une troisième place, même dans les 5 premiers, et puis la course au point avec ce que vous faites comme émission, etc., est très intéressant. Ça compte vachement, ça a toujours compté par le passé, mais ça compte encore aujourd'hui davantage avec tous ces points. Donc forcément, il y en a, ils vont courir même s'ils savent qu'ils vont être battus au sprint, ils vont courir pour se dire c'est toujours mieux de finir 2, 3e, 4, même 4, 5e. Et donc ces coureurs comme Kung, Campenarts, ce sont des super coureurs pour pouvoir partir devant. Hein. On Ouais, l'a puis vu. Seb, tu parles de sprint, c'est une dimension essentielle parce que autant Wout van Aert est vraiment capable de gagner un sprint massif comme il l'a montré sur les Champs-Élysées l'an passé, mais pour moi, Van Der Poel, il y a des petites failles sur des sprints longs, sur la filière longue après une course difficile, il a déjà été battu et pour moi, c'est pas automatique qu'il batte Pogacar par exemple dans un sprint à deux. Il y a d'autres coureurs qui sont aussi assez rapides et qui pourraient, je pense, pas Stéphane Kung parce que c'est pas un sprinter, mais qui peuvent aussi se dire, face à Van Der Poel et Pogacar, dans un sprint à 3, 4 ou 5, moi aussi j'ai mes chances et contrairement à Van Aert, c'est pas automatiquement perdu. Ouais, enfin, je pense que quand même, enfin, Van Der Poel, voilà, à part s'il se crame trop en attaquant, c'est plus ça son défaut, c'est d'être trop offensif. Et moi, je vais jamais lui reprocher. Hein. Moi, je préfère que des coureurs offensifs. Et tant pis s'il est un petit peu court. Mais ouais, après, tu as raison. Oui, il peut avoir un coureur un petit peu malin, peut-être un second couteau un petit peu malin, qui est toujours dans les roues, qui joue un peu stratégique, qui peut
peut faire un sacré coup en suivant et en le débordant au sprint. Mais quand même, enfin voilà, Van Der Poel, pour moi, ça reste l'épouvantail pour demain. Van Der Poel, il m'intrigue toujours pour ses sprints. Je vais m'expliquer. Je l'ai vu encore à travers les Flandres, là. Enfin, il a bien joué dans le virage, là où il vire très large, etc. Enfin, il utilise les éléments pour revenir. C'est pareil, quand il y a Benoît devant avec Campenarts et qu'il revient sur eux et il joue dans les virages, tout ça. Enfin, il connaît ses forces liées au cyclocross aussi pour virer, tout ça. Donc ça, c'est super. Mais parfois, il lance les sprints de très loin quand même. Et l'année dernière, c'était le cas. Il lance de très loin par rapport à Asgreen. Oui, on pensait qu'il allait battre Asgreen et au final. Il a attaqué. Pour moi, il a lancé de trop loin. Il a parfois ce péché d'orgueil, surtout pour le sprint. Des fois, ça lui a valu des belles victoires. Je pense alors, il y a la défaite là où il part de trop loin. Et là, c'était négatif pour le Tour des Flandres de l'année dernière. Il y a par contre des fois, je pense à l'Amstel Gold Race en 2019. Vous avez Alaphilippe et Fuglsang devant. Et ils se regardent. Et puis, lui, il lance de très très loin derrière et il l'emporte. Et puis, il y a des fois des exemples contraires. C'est pour ça qu'il est assez illisible aussi. Je crois qu'au Tour des Flandres 2020, quand il gagne face à Van Aert, par contre, il lance vraiment le plus tard possible, mais c'était lié au vent qui devait être contraire cette année-là. Donc, moi, à sa place, alors ça dépendra du vent, comment il sera, mais j'aurais tendance plutôt à. J'ai l'impression que soit il veut partir de loin pour écœurer et qu'il y ait le coureur derrière qui dise bon, j'arrête, j'abdique, comme ça a été le cas avec Benoît, sauf que Benoît, on sait très bien qu'il n'est pas très bon au sprint. Il va des fois en force, quoi, au bras de fer, et des fois ça marche, et des fois ça marche pas, comme au Tour des Flandres l'année dernière avec Asgreen, où le fait de partir de trop loin, moi je partirais moins loin, selon moi, pour le sprint. Ça peut être ça, sa faiblesse. Vous en pensez, mais Ouais, Greg, c'était un mot à dire là-dessus. Ouais, après, c'est à suivre. Enfin, moi, j'aimerais aussi peut-être qu'on parle, parce qu'on a Ah, je parlé de voulais Van Der parler Poel, mais d'Ineos, moi, parce que quand même, oui, voilà, Pidcock, justement, moi, je vais pas de Pitcock. ouais, on en parlait entre nous avant l'émission. On se dit quand même, on le pensait à la rue complet. Et puis sur à travers les Flandres, il était très performant. Ben Turner est très costaud. Magnus Sheffield a montré qu'il avait un niveau Van aussi Barle assez aussi, évidemment. impressionnant. T'as Van Barle. Et puis il y Narvaez a aussi, surtout. Narvaez Enfin, aussi. Il y a quand même un sacré collectif là chez Ineos. ben oui, c'est-à-dire que c'est peut-être un petit peu la surprise. Je pense qu'on a vu cette semaine que Pitcock est peut-être de retour dans le jeu, alors que ça faisait des semaines, on va dire depuis le début de la saison, il était décevant. Il finit pas à l'Algarve, il finit pas à Milan-San Remo. Il est loin sur Kurn. Alors on l'avait annoncé malade, il avait dit qu'il avait des problèmes gastriques et il avait des problèmes gastriques, donc voilà, il allait peut-être pas faire toutes les courses, il attendait d'avoir réglé ses problèmes pour revenir sur la route, et finalement on l'a vu mercredi que il a l'air en forme, donc ça peut être, voilà, il revient dans le jeu, alors que finalement je pense qu'il y a une semaine, personne ne le voyait, personne n'aurait imaginé le mettre dans les favoris pour un top 10. Ouais, tout à fait. Mais Seb, la question aussi, c'est qu'à travers la Flandre, ça fait 180 bornes. Il y en a environ 100 de plus aujourd'hui. Est-ce que pour toi, Pidcock, il aura la caisse pour encaisser quasiment ces 300 bornes avec le fictif? il l'a prouvé par le passé, mais cette année, il l'a pas prouvé cette année, mais il l'a prouvé les autres années. Voilà ce que je peux dire. Après, en effet, Ineos a une bonne équipe, mais j'ai peur. Tout à l'heure, tu disais qui va rouler derrière, etc. Et il y aura Alpecin, et puis j'ai l'impression qu'il y aurait aussi Ineos, quoi. S'ils loupent et qu'ils n'envoient pas des éclaireurs devant, j'ai l'impression que, comme Pidcock a rassuré, il ferait partie des équipes qui pourraient rouler comme à la belle époque lors des grands tours, mais le faire cette fois-ci dans les classiques. Donc j'ai un peu peur de ça. Après, si j'étais leur directeur sportif, je crois que c'est. Enfin, dans les directeurs sportifs, on retrouve toujours dans le lot des coureurs de grand tour, mais aussi des coureurs qui étaient bons sur les classiques. Et si je me trompe pas, c'est Knaven qui fait partie des directeurs sportifs. Et j'ai lu aussi sur lui où il partirait pas sur cette logique-là, mais avec eux, on sait trop jamais. Oui, il y a Pidcock. Moi, vu leur effectif, je jouerais plusieurs cartes et je partirais pas avec uniquement Pidcock, même s'il a démontré qu'il était très fort. Il y a Van Barle qui est très bon. Alors Narvaez, comment il revient? Il était très fort, mais il est tombé assez fort au niveau de Gambé-Galgem. Mais il était très fort avant et il aime beaucoup ses courses. Moi, je jouerais également sur le surnombre, un peu comme De Koninck, mais le faire au niveau d'Ineos et envoyer des éclaireurs devant et puis garder derrière Pidcock. Pidcock était quand même costaud hein, mercredi. Il me paraissait encore bien fort à la fin. Alors après, quand Benoît attaque là à 1,3
7 ou 8 km, il y a une petite hésitation, et puis très vite, Van Der Poel réagit. Et lui, il dit que il a voulu laisser Kung, et puis que c'était trop tard, et que voilà, et que c'est pas parce qu'il pouvait pas suivre, quoi, entre guillemets, c'est ça, si j'ai bien lu sa déclaration. Bon, ça, faut se méfier de ces déclarations-là. Est-ce que c'était vrai ou est-ce qu'il était en fin de course? Je sais pas. J'ai pas la réponse, mais en tout cas, pour ce que dit Greg, oui, je fais partie de ceux, et je pense qu'on est nombreux à dire que j'étais surpris par son niveau de mercredi dernier et de sa troisième place, vu les courses précédentes, quoi. Mm. Ouais, alors on va passer aux individualités rapidement, parce que je vois que l'heure tourne. Je vais vous donner 3-4 noms, les gars. On va commencer par Greg, et vous me dites rapidement si vous y croyez ou pas, et à quel degré. Et puis si vous avez des noms aussi sur le live, n'hésitez pas, hein, je prendrai avec plaisir, et je demanderai aux gars ce qu'ils en pensent. Tout d'abord, un ajout de dernière minute, Greg, Søren Kragh Andersen, pour le team DSM, très bon depuis le début de la saison, qui n'était pas prévu au départ. Comment tu le vois évoluer, toi, sur ce Tour des Flandres? Ben, c'est à suivre, enfin, il fait pas une super saison quand même depuis le. Enfin, j'ai pas trouvé très enfant. Alors, c'est un ajout de dernière minute, donc à voir pourquoi, visiblement. Il remplace Mais Ekov qui est parmi parce que il devait, enfin, ça fait quelques jours qu'il doit reprendre parce qu'il avait une commotion cérébrale, une grosse chute à Paris-Nice, et puis il voulait le faire revenir à chaque fois, et puis à chaque fois il reporte parce qu'il n'est pas au point. Voilà un peu la raison. voilà, bon, il fait des places honorables. Donc, moi, j'ai surpris déjà de voir qu'il n'était pas prévu à l'origine. Il avait dit Dans- parce qu'il voulait aller sur les Ardennaises et se concentrer dessus. ouais. Donc, bah oui, alors, mais après, pour une victoire, non. Pour un top 10, oui, parce qu'un coureur solide. Il a fait quoi? Déjà top 10 à Gand-Wevelgem. Donc, pourquoi pas, mais je vois pas mieux que top. Voilà, je vois pas sur le podium. Il y a tellement de coureurs intéressés que je vois pas vraiment voilà, je vois pas sur le podium. Seb, Matej Mohoric, le vainqueur de Milan-San Remo. Juste pour Kragh Andersen, il fait partie des coureurs là qui pourraient partir dans un mouvement dangereux vers les 60-70 km. Il fait partie de ceux comme Kung. Ils ont un peu la bougeotte, ces coureurs-là. Kampenhardt, Kragh Andersen. Et lui, alors il est un peu plus économe de ses efforts que Kampenhardt et que Kung, mais suivant la configuration de qui est devant, ça peut aussi jouer dans un coup de Trafalgar, quoi, pour lui. Après, pour Mohoric, je le disais tout à l'heure, je le vois pas mal. Il a du champ libre au niveau de son équipe. Il y a pas Colbrelli, hein, on sait pourquoi. Donc voilà, comme à Milan-San Remo, il a le champ libre. Et le parcours est moins adapté forcément que Milan-San Remo, mais il se défend bien sur ces terrains-là. Et je crois savoir, je le disais en début d'émission, que lui, il a démontré, il aime bien quand il y a beaucoup de kilomètres. Quand on regarde ses résultats, il est toujours dans des courses qui sont compliquées, qui ont été difficiles, où il y a beaucoup de kilomètres, hein. Donc Milan-San Remo le démontre aussi, mais il y a eu d'autres courses aussi où il a fait ça. Et puis, je crois qu'il aime bien les conditions difficiles aussi, où il fait froid, etc. Donc, c'est des éléments qui me permettraient de dire que on le verra, il sera là, et que oui, il sera dans le top 10, je pense. Après, sa place, voilà, est-ce qu'il sera regardé s'il se retrouve devant s'il y a un groupe de 4-5 personnes, est-ce que avec Pogacar et Van Der Poel, est-ce que s'il attaque, on ira le chercher ou pas c'est faisable qu'il puisse. Moi, je le vois partir comme ça plutôt qu'au sprint. Il a une petite pointe de vitesse, mais moins forte que d'autres. Donc, lui, il faudrait qu'il puisse arriver tout seul. Greg, Golub City nous parle de deux duos, Stuyven Pedersen pour la Trek Segafredo et Van Avermaet et Nassen pour AG2R Citroën. Mais c'est intéressant de les citer en duo parce que ce sera peut-être la stratégie collective qui pourra permettre à ces coureurs de faire une belle course parce qu'individuellement, ils sont quand même un cran en dessous évidemment des favoris qu'on a cités tout à l'heure. Et donc, je pense que voilà, si ces coureurs-là sont devant, c'est peut-être la stratégie justement, partir dans le bon groupe, être un petit peu attentiste et piéger les favoris. Ça sera peut-être la stratégie collective qui va permettre à ce type de coureur de faire une belle course, parce que sinon, on va dire individuellement, ils sont quand même bien un cran en dessous des favoris. Seb, un nom. Commence un peu assez poussif, il vieillit forcément, etc. Mais
Je vois quand même ces dernières courses sont un peu plus rassurantes quand même. À Gambé-Galgame, il était dans les mouvements. À travers les Flandres, il est là, il crève. Il était pas loin d'être devant. Donc, mais oui, il faudrait qu'il puisse anticiper. Oui. C'est Et puis, un ancien vainqueur qui était pas mal depuis le début de la saison, Alexander Christophe. Est-ce que tu penses que le poids des années est trop fort pour lui ou tu le vois quand même briller, pas pour une victoire, hein, mais pourquoi pas un top 10? ça t'adresse à qui là? À Greg ou à moi? À toi, oui, pardon, ça a dû couper, hein. Christophe, on sait que lui, il aime beaucoup les kilomètres aussi, mais je le sens quand même plus en difficulté dans ces courses-là, quand c'est bien dur. Il est plus à son niveau où il a pu gagner. C'était en quelle année ça? 2014, 2015, non, je sais plus. Oui, c'est même plus vieux que ça. Quand il gagne face à Tepstra, je me souviens contre qui il l'emportait, mais j'avais plus l'année en question. 2015, c'était. Voilà, cette année-là, il était fort parce que voilà, mais il y a plus ce niveau-là, hein, clairement. Donc, il fera une place, mais gagner, je le vois pas gagner, moi. Mais il fera une place et éventuellement dans le top 10, même si je vois plus 15e par là que dans le top 10. Mais bon, mais on sait jamais, mais je le vois pas. Je le vois moins fort quand même que les autres années. Ouais, alors pour répondre à Golab qui nous pose une question sur Binyam Girmay, Binyam Et pas- Girmay, il aurait pu faire le tour des Flandres, mais il avait envie de voir sa famille, parce que je crois que ça faisait 3 mois qu'il n'était pas rentré en Érythrée, et qu'il n'avait pas vu sa femme et sa petite fille ou son petit garçon, parce qu'il doit avoir un enfant en bas âge, et je crois qu'il avait vraiment besoin de couper et de se ressourcer auprès de sa famille, et elle sera de retour pour le Tour d'Italie. Ça devrait être le Ouais, Giro ouais. qui est à son programme cette année. C'était pas fait le prévu à Grand l'origine, de toute façon, qu'il le Ouais, fasse. en Enfin, plus, et ouais. je pense que c'était pas prévu qu'il soit. Enfin, je pense que le Vantise, et ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi performant sur les classiques pavés. Je pense que le voyait bon, mais pas au point enfin, de gagner quasiment sur voilà, une classique pavée. Tout à fait, parce qu'il aurait fait partie des favoris du Tour des Flandres s'il avait été aligné demain. Les gars, pour finir ce tour d'horizon, on n'a pas trop parlé des Français, enfin, on a parlé de Christophe Laporte forcément, mais est-ce qu'il y a d'autres coureurs que vous voyez capables, comme Florian Sénéchal, hein, que vous avez aussi évoqué un petit peu à un moment, mais ouais, des mecs capables comme Turgis ou d'autres de signer un top 10, voire plus, si ça se passe bien? Mais il n'y en a pas non plus énormément, hein, des Français sur la Il n'y en a start pas list. beaucoup au départ, hein, je regarde en même temps là sur la start Voilà, list de First il y aura Cycling. Goujard pour l'échappée. On en parlait tout à l'heure, l'échappée matinale. Je pense que Goujard y sera. Hein, on peut miser là-dessus. Peut-être un Brunel serait une bonne idée, peut-être pour prendre un peu d'avance. Mais sinon, c'est vrai que voilà, il y en a assez peu, on l'a dit. Alors, Sénéchal fait pas non plus une grande saison. Il n'a pas été très chanceux avec les chutes, donc à suivre. Mais c'est vrai Théo nous que. parle de Madouas, tiens, qui a fait une. C'est ce que je voulais dire moi aussi. Ah, Madouas, vas-y, vas-y. il est pas mal, 11e à travers les Flandres. Il est devant au Grand Prix O3. Bon, après, faut voir comment. C'est pareil, moi, si j'étais à la FDJ, j'essaierais de jouer sur un peu les. Ils sont plusieurs, donc faut jouer sur cet avantage-là. Mais le problème que j'ai peur pour. Et puis, il a déjà fait un bon Tour des Flandres, lui. Hein. Il a déjà fait une bonne place, pas loin du top 10 il y a 2 ou 3 ans. Après. Qui est embêtant pour lui sur cette course-là, et on sait que c'est un point important, on le répète tout le temps, c'est le placement. Et même il sera aidé par, il sera aidé par Kevin Genietz qui fait un super boulot à chaque fois pour remonter. D'ailleurs, chaque fois Kung le dit, il m'a à chaque fois bien remonté juste au moment où ça allait péter, quoi, où ça allait attaquer. Lui, il a ce problème de placement. Et il arrivait à être meilleur dans cette filière-là, mais c'est pas trop sa filière. Alors voilà, il pourrait prétendre à être plus devant et puis pas avoir un coup de retard. Et c'est ça qui pose problème. Mais sinon, il est quand même fort parce qu'il fait à chaque fois des places malgré son mauvais placement, quoi. Tout à fait, hein. Pour finir ce tour d'horizon, moi j'aurais un œil attentif aussi sur les jeunes pousses de la UNOX, hein, Tobias Johansen, un coureur capable de gagner le Tour de l'Avenir et qui est aussi au départ du Tour des Flandres, mais aussi Soren Waremskjold qui est pas mal, je trouve. Qui est pas mal pour un néo-pro, je veux dire, hein, depuis le début de la saison. Donc j'aurai un œil attentif là-dessus. Les gars, on va passer au traditionnel pronostic. Et comme je vous ai dit avant l'émission, je vais vous demander votre podium. N'hésitez pas à le donner également sur le live. Et puis je les répéterai Et, à l'antenne. Ouais, pardon, Greg, tu voulais. et juste, est-ce que franchement, enfin, aussi pour la course féminine, sinon il y a Anna Oui, Skoyat oui. sur le chat qui va nous engueuler, je pense. Donc,
Ouais, bah On pourrait Elisa aussi Balsamo, faire. favorite, hein, je pense. Je sais pas si vous voulez en toucher un mot, si vous sentez Ah, bah allez, moi, allez, assez compétent pour c'est vrai que aborder le Balsamo est sujet. favorite, mais allez, moi je miserais sur Kopecky pour la surprise. Et toi, Seb? Moi, je vais aller sur la favorite, là, Balsamo, ouais, qui. Ouais, elle J'ai est pas impressionnante, hein. Un peu de j'ai vu le risque, un peu de résultat, enfin, risque. j'ai vu le résultat sans trop regarder, mais oui, elle était, semble-t-il, très très impressionnante, oui. Alors, on va retourner sur la course féminine. D'ailleurs, la course féminine, pardon, sera diffusée également sur Eurosport et peut-être aussi sur France Télé, on va dire, je sais pas du tout. Dites-moi si vous avez l'info, mais ce sera Je sais voir, alors intéressant. peut-être qu'ils le font voir aussi. Je sais pas si c'est cette année ils le font voir, mais l'année dernière, ils l'avaient fait voir. Ouais, donc ça devra aussi être le cas, j'imagine, cette année. Donc on suivra aussi ça avec attention, forcément. Retour à la course masculine, les gars. Bah, comme je le disais, ou comme je vous l'ai dit avant l'émission, votre podium est sur le live. Donnez-nous les vôtres. Je sais pas qui veut commencer. Je peux y aller si tu veux, hein. Vas-y. Ouais. Donc alors, Van Der Poel, Mohoric, Pogacar. Ouais, et toi, Seb? Bon, Van Der Poel, Pogacar, Kung, parce qu'on en parlait, même s'il a jamais fait des super places, parce que je crois qu'il a jamais fini dans les 40 premiers du Tour des Flandres, je le vois bien. Et puis, je crois que tu voulais aussi, ou on en parle après, Ouais, d'un après, coureur. on va rebondir ouais, sur la surprise. Je vais donner le mien en attendant, parce qu'il Ouais, vas-y, vas-y. faut aussi que je me prête au jeu, histoire de me planter, hein. Encore une fois, donc bah, moi, je vais miser sur Christophe Laporte, devant Tadej Pogacar et puis Mathieu Van Der Poel. C'est pour moi les trois gros favoris de ce Tour des Flandres. Et je te redonne la main, Seb, du coup, comme prévu, pour la surprise du top 10. S'il y en a une, bien sûr. Je pense que ça serait une surprise parce que je mettrais Campenarts dans le top 10. Parce que après, alors, il est bon dans les contre la Montelon. Bon, c'est difficile. Dans ces courses-là, il a rarement fait des top 10, mais c'est vu sa force de mercredi dernier, même avec 100 km de plus. Voilà, je dirais Campenarts. Campenard, c'est possible, hein. Vous ne mouillez pas trop sur le chat, hein. On voit que les pronos sont un peu durs pour une fois et que la course est après assez ouverte, parce que pour l'instant, il n'y a que Brecht. Première fois sur le chat, d'ailleurs, que Chalut, qui nous dit Stéphane Koung devant Mathieu Van Der Poel et Christophe Laporte. Greg, ta surprise, toi, au sein du top 10? Amaury Capio. Amaury Capio. Pourquoi Amaury Capio? Parce qu'il est plutôt Tu en l'as pas vu forme. venir, celle-là. Ah ben non, il a gagné la Marseillaise, qui est quand même la plus belle course de l'année. Et puis il est quand même 13e, je crois, mercredi. Enfin, et tu m'as demandé une surprise, donc vraiment, je sors un coureur que personne n'attend trop et que voilà, l'équipe Arkea est sur une bonne dynamique, donc je pense qu'il va faire une belle course. Alors, top 10, peut-être pas, mais c'est comme tu me donnes une surprise. Voilà, s'il y a un coureur surprenant, je penserai à Amaury Capio. Alors, Théo, Question Théo, subsidiaire. Une question subsidiaire. Le premier quick step, il sera combien? ah oui, ça peut être une bonne question. D'ailleurs, je prends le commentaire de Théo pour vous laisser le temps d'y répondre. Théo, il a dû pousser trop fort sur Zwift parce que là, il nous sort Kung, Madouas et Aski. Bon, j'espère pour les fans de l'équipe qu'il aura raison, mais j'y crois moyennement. Thibaut qui nous dit Tobias Johansen top 15. Ouais, pourquoi pas, hein. C'est vrai que c'est aussi une possibilité. À vrai dire, j'ai hésité à le donner en tant que surprise et je vais essayer de vous en trouver une en attendant qu'on reprenne sur la quick step. Moi, je vais donner Magnus Sheffield, pourquoi pas, en 10e position. J'y crois moyennement, mais bon, s'il faut tenter un truc, c'est un coureur que j'aime bien en plus, donc Il y en a j'irai un autre là-dessus. là. Ouais, À Seb, Ineos, vas-y, il y en a un pardon. autre qui est fort qu'on n'a pas parlé, là, qui m'a impressionné mercredi. C'est Je Ben vois Turner. Ouais. Mais Théo disait qu'il n'était pas là finalement. Alors moi, j'ai pas vu passer Voilà, l'info, je sais pas où tu as vu ça, Théo, si tu peux nous donner vérifier. le lien si tu l'as. Donc, premier quick step, 4e justement pour Théo, Casper Asgreen. Greg, premier quick step, 8e. 8e et qui? L'Asgreen aussi. Asgreen. Et toi, Seb? 6e, Asgreen aussi, ouais. On va à peu près dire les mêmes choses, hein, mais- Ouais, moi je pense que je vais dire aussi Asgreen dans le top 10. Allez, 9e, pourquoi pas. Théo est pas sûr pour Ben Turner, donc on vérifiera tout ça. Thibaut nous dit que finalement il y est. Et puis on rappelle aussi que malheureusement, ce qu'on dit ce matin, là, l'émission, pour ceux qui écouteront en replay, est diffusée en direct à 11h, il est déjà midi. Mais il est possible que dans les heures à venir, il y ait des forfaits qui s'ajoutent, parce qu'on vous rappelle qu'il y a des tests Covid, enfin des tests PCR à la veille de la course. Et c'est pas dit ou c'est pas interdit qu'il y ait des résultats positifs dans l'après-midi et que ça nous amène à des forfaits de dernière minute. Alors on n'espère pas qu'il y aura des nouveaux forfaits qui se rajouteront à la liste déjà
des absents, mais on vous invite aussi, si vous êtes fan de pronos et des différents jeux ou de paris, pourquoi pas, de vraiment être attentif dans les heures à venir à Twitter, au forum et à tous vos sites habituels d'information, parce que il pourrait y avoir des changements de dernière minute. Alors messieurs, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, je pense qu'on a été assez complet. Non, tout est bon pour... Non, c'est très bien, on Ouais. se retrouve demain. Tout est bon pour vous. Eh ben, il me reste à vous remercier, les gars, parce que c'était vraiment une émission de qualité. Vous avez vraiment mené ça avec brio. Merci à vous aussi sur le live de nous suivre toujours aussi nombreux, même à une heure assez matinale, un samedi matin. Et on se donne rendez-vous demain à 19h. On verra si c'est Greg ou moi qui nous chargeons de l'animation pour la sortie du dimanche. On fera un gros débrief cette fois-ci de ce Tour des Flandres. On parlera aussi forcément un petit peu de la course féminine, mais également du Grand Prix Miguel Indurain qui a lieu normalement cet après, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi de la neige dans le Pays Basque, donc j'espère que ça parasitera pas trop la course. Il y a aussi la Volta à Limbourg classique. Et le Tour du Pays Basque, justement, va débuter lundi, donc on fera un petit preview comme on a l'habitude de le faire pour les grosses courses de la saison. Donc bon samedi à tous, et puis vivement demain pour ce Tour des Flandres qui s'annonce passionnant. Ciao! Salut, à demain! Au revoir.